Amnesty International ne fait pas de révélations, mais ce rapport recueille de 2 ans de témoignages à Calais et à Grande-Synthe auprès d'associations et d'exilés, cible les autorités, des autorités appelées à plus de respect. En juin 2019, nous avons publié une enquête sur ce qu'il se passe à Calais, une région où la solidarité est prise pour cible. What the fuck? Are you serious? Ici, les autorités françaises n'hésitent pas à harceler, intimider, voire agresser violemment les personnes migrantes et réfugiées, mais aussi celles qui leur viennent en aide. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est bon, une procédure pour se renvoyer, madame. Et maintenant, sortez! C'est clair? Je peux voir la réquisition? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclairage. La situation à Calais est complexe. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la jungle de Calais, un camp situé près du tunnel sous la Manche et donc de la frontière avec l'Angleterre. Je pense qu'un des éléments qui est vraiment très important, c'est que en vrai, il n'y a pas eu une seule jungle en fait. Calais, c'est plus de 20 ans d'exil et de parcours d'exil de personnes migrantes. Donc il y a eu plein de jungles, il y a eu aussi des camps, des campements, des camps plus ou moins gérés, il y a eu aussi des habitats en centre-ville avec des maisons. Quand on fait référence du coup à la jungle, on parle bien de ce bidonville qui a débuté en 2015 et qui a été démantelé ou expulsé en octobre 2016. C'est la maire de Calais qui avait voulu rassembler l'ensemble des exilés ici, plutôt qu'il y en ait partout dans les squats. Petit à petit, ce qui a été extraordinaire, c'est de voir que ce lieu, on a vu des tentes, des tas d'abris avec de tout, aussi bien des cartons, des caisses, des machins, qu'après des tentes, toutes sortes de choses. Et petit à petit, c'est devenu comme une petite ville. Il faut bien comprendre que c'est un bidonville... que de nombreuses personnes appellent le bidonville d'État. Pourquoi ? Puisque à l'origine, c'était un terrain qui était concédé à la municipalité en fait pour l'accueil des personnes migrantes et où les personnes ont été clairement orientées vers ce bidonville. Au début, volontairement, on les encourageait à s'y rendre. Puis très vite, à partir de septembre 2015, en fait, c'était sous contrainte par la force, puisqu'il y a eu des expulsions en centre-ville avec du gaz lacrymogène, des compagnies CRS, en fait, qui accompagnaient, acheminaient les personnes jusqu'à ce qui est devenu le bidonville de l'État de la jungle. C'est créé autour de ce bidonville, dans ce bidonville, une sorte de société complexe de subsistance. Plus de 10 000 personnes ont pu vivre dans ce lieu, dans des conditions dramatiques. En français. Non. Mais c'est surtout qu'il a fallu attendre qu'un juge condamne l'État français pour que le gouvernement commence à réaliser en fait des aménagements, mais de base. On est sur de l'aménagement comme de la route carrossable pour pouvoir en urgence sortir les personnes, mais on est aussi sur des latrines, on est sur des points d'eau. Donc voilà. Donc ça on est sur un bidonville en 2015 qui va doucement monter jusqu'à 6 000 personnes. Et c'est vrai que nous qui déplorions ce lieu qui était insalubre, même si en même temps on y voyait des belles choses. Aujourd'hui, on aimerait bien être encore là pour eux, parce qu'au moins ils auraient un abri, un lieu, une communauté, une ethnie à retrouver. Et là, ils n'ont rien. On va réduire cet espace où vivent les personnes de plus en plus par des expulsions successives qui, en fait, donc on pense notamment au démantèlement expulsion, je préfère ce terme, en février-mars 2016 de la zone sud, qui a contraint les personnes qui habitaient alors à se rabattre sur la zone nord, qui est devenue une zone donc 50% plus petite, avec pour autant de personnes qu'auparavant, donc des conditions de plus en plus dégradées. Il faut savoir que c'est une politique qui est engagée depuis des mois et des mois de restriction des espaces, des personnes, et qu'on allait vers cette direction, en effet, de dispersion des personnes exilées.
Donc là, on décide d'orienter les personnes vers des bus qui partiront dans toute la France. On va arriver en 1 semaine, 2 semaines, à une opération éclair en fait d'expulsion de personnes. Donc c'est du jamais vu en France. Food problem, clothes problem, everything is problem. Many families here. No one help us. We are here. We can't do nothing. Oui, c'était difficile. Surtout qu'on voyait tout brûler partout. Bon, puis en même temps, alors il y a là un tel ou tel qui passait, qui nous reconnaissait, qui venait nous embrasser. Il y avait de l'affolement, il y avait de tout, il y avait de tout. Alors les bus, c'était aussi particulier parce que on leur montrait une carte de France, eux ils connaissent pas du tout. Et puis on leur disait tu veux être là, 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 c'est-à-dire au nord, à l'est, à l'ouest. Bon. Ils savaient pas en fait, ils savaient pas où ils allaient. Et voilà, tout le monde était dispersé un peu partout. Ce qui était dur pour moi, c'est les lieux de culte, les lieux de prière. C'est vraiment, moi je comprends pas qu'on peut détruire les lieux de culte des églises ou des mosquées devant les gens. Moi je me rappelle, il y avait un prêtre, il a hurlé, moi j'étais à côté de lui, j'ai pas bougé. Il a tenu la croix jusqu'au bout. Et moi, je suis à côté de lui. Il voulait pas que la croix, elle tombe. Et à un moment donné, ça y est, il reste plus rien. Il reste que les petites barres. Elles ont déjà retiré. Et on avait même peur qu'il tombe sur sa tête. Et lui, il tenait. Ça, c'était très dur pour moi. Et en fait, toute la période après, les jours suivants, en fait, on a peut-être oublié de voir qu'il y avait aussi d'autres personnes qui ont subi cette violence, cette expulsion massive, et qu'on était très loin finalement de la mise à l'abri qui était tant vantée politiquement. Moi, je trouve que ça s'est durci énormément. C'est devenu de plus en plus inhumain, à mon avis. Non seulement ils n'ont plus rien, mais le peu qu'on leur donne, que l'auberge des migrants ou d'autres associations leur donnent comme une tente ou un sac de couchage, tous les 2 jours à peu près, la police les enlève. Ça s'accompagne de violences, d'après ce que nous disent les exilés. Et vraiment, si ils mentaient, on n'en aurait entendu qu'une fois. Ils le disent tous, ils en parlent tous. Moi, j'ai été aussi témoin de quelque chose, c'est qu'un soir, il y en a un qui avait mon téléphone, qui a appelé, il m'a dit « Mamie, on nous a pris toutes nos chaussures, tous nos vêtements ». Donc j'ai dit j'arrive, il y en avait 12 qui étaient là, tous en chaussettes. Pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, la police avait pris tout ça, enfin on imagine que c'est la police. Même la nourriture avait été gazée, l'eau avait été gazée. Donc même la nourriture, ils ne pouvaient pas la manger, l'eau, ils ne pouvaient pas la boire. Enfin, moi je sens que la situation aujourd'hui est déplorable. Encore là, tout récemment, le seul lieu où ils étaient, un espace assez grand, on a tout expulsé, ils sont en train de mettre à nouveau des barrières partout. Les barrières fleurissent partout. Ce qui a changé, c'est qu'on retourne avant. En fait, on est en train de... C'est comme un feuilleton qui retourne à l'envers. Voilà. C'est triste, c'est moche, ce que je vais vous dire. Ça va choquer peut-être des personnes. Mais le fait qu'il y ait cette jungle, pour moi, c'était une reconnaissance. Même si c'était très précaire, même si c'était vraiment le donner les gens comme ça. Mais pour moi, c'est quand même une reconnaissance qu'il y a un problème. Déjà, les exilés, ils étaient plus harcelés. Ils pouvaient circuler comme ils voulaient, malgré, bon, ils restaient toujours dans la jungle. Et actuellement, ce qui a changé maintenant, tolérance zéro. On ne peut pas voir une tente installée. Ils ne dorment pas, ils ne savent pas où aller. Ils sont tout le temps, à chaque fois, tu as une petite couverture, tu dois la cacher. Et si jamais elle est prise, tu dois attendre qu'on te donne une autre couverture. Mais c'est de l'harcèlement. Si on dit qu'il n'y a pas d'exilés, mais pourquoi on donne à manger ? Un être humain, il a besoin de manger, dormir, se toucher. Ces expulsions illustrent la politique menée par la France. Une politique qui cherche à éviter à tout prix la création de points de fixation et empêcher l'installation de campements. Le but étant de dissuader les personnes migrantes et réfugiées de rester dans la zone. Mais tant qu'il suffira de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre, elles continueront de venir à Calais. Avec la fin du bidonville, on a eu une politique zéro migrant.
0 exilés, ce qui est impossible, on est d'accord. Et du coup, cette logique a conduit à criminaliser toutes les actions finalement qui viendraient au soutien de personnes qui ne devraient même plus être là. C'est plus facile d'intimider, plus facile de réprimer, plus facile d'être violent dans les interactions, puisqu'en effet on considère que de toute façon cette personne solidaire en fait n'a pas à être là, et donc en fait la répression peut s'organiser de manière assez simple contre elle et sans trop de problèmes. En 2018, 4 organisations ont publié un rapport sur le harcèlement policier dans la région. Entre novembre 2017 et juin 2018, plus de 600 cas de harcèlement et de violence contre les bénévoles ont été recensés. Depuis début 2019, on en dénombre déjà plus de 70. Quand je suis arrivée à Calais, une des premières choses qui m'a frappée, c'était vraiment ce contexte de violence policière, donc d'abord envers les exilés, et ça il faut bien le rappeler, mais aussi envers les aidants et donc les bénévoles pour, toujours dans cet objectif en fait, d'empêcher les bénévoles qui sont présents à Calais de fournir une aide, que ce soit matérielle, juridique, à l'information, aux exilés. Et donc ce dont on a pu se rendre compte, c'est qu'il y avait énormément de formes en fait de harcèlement des bénévoles, donc ça allait de la surveillance, donc des bénévoles observés dans leurs activités associatives, filmés, enregistrés par la police, des contrôles d'identité, parfois même des filatures. On a aussi des choses beaucoup plus concrètes d'entrave vraiment aux activités associatives, donc qui vont être des interdictions de distribution. Voilà, et après on a aussi au niveau des violences policières tout ce qui va relever de la violence, qu'elle soit verbale, donc des insultes, des menaces, mais aussi donc de la violence physique. C'est déjà arrivé que des bénévoles se fassent pousser à terre, agripper par la gorge, voilà. Le périmètre. Et votre rayon? Et alors? Un rayon? Mon quoi? Vous en avez pas? Non, j'en ai pas. Pourquoi? C'est pas la loi? C'est comme ça. Cassez-vous. Allez, cassez-vous là maintenant. Cassez-vous là maintenant là. Dégagez là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre de la loi, c'est la police. Poussé par terre. Le harcèlement contre les aidants à Calais, il a énormément de formes et c'est pas forcément quelque chose qui est toujours très flagrant. Ça peut être très insidieux et ça peut paraître très anodin sur le coup, sauf qu'en fait c'est le caractère répété quotidiennement qui va vraiment peser lourd. Enfin, on parle d'intimidation, donc c'est pas un contrôle d'identité qui va être intimidant, mais c'est le fait d'être contrôlé systématiquement tous les jours, plusieurs fois par jour, par des officiers en uniforme, parfois avec casque et bouclier. Enfin, ça peut être des scènes assez impressionnante quand même pour un public de bénévoles qui est en général assez jeune. Montrez-moi ce que vous avez dans les poches. Merci. Sinon, rien de dangereux dans les poches. Qu'est-ce que vous avez dans la poche arrière gauche? C'est là aussi qu'on se rend bien compte de l'objectif de ces violences finalement. C'est pas tant d'intimider les bénévoles pour intimider les bénévoles, c'est finalement d'empêcher toute forme de soutien et d'aide matérielle, juridique, tout ce qu'on veut, à la population exilée dans le Calaisis. La question du harcèlement des bénévoles, c'est quand on essaye de dénoncer les violences qui sont faites aux exilés, que ce soit des violences physiques ou des violences contre le matériel, ou même les expulsions quotidiennes des campements avec la saisie des tentes. Là, on se retrouve face à une intimidation donc des personnes qui dénoncent ça, des bénévoles, en leur disant « mais non, mais vous diffamez, mais il n'y a pas de preuves ». On a des bénévoles qui ont été poursuivis en diffamation ou menacés de diffamation pour avoir tweeté, posté des photos de duvet qu'on voit flotter dans une mare. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui existe, mais qui est complètement silencieux en fait. Welcome back. Well, a former French aid worker has been convicted over a tweet. Well, Cindy in the Cube has the details. Well, NGOs are saying that this is absolutely unprecedented. This former aid worker was found guilty of defamation because of this tweet that he sent out. This was a tweet that was sent out in January by a man named Loan Turondel. We've blurred the faces of the officer and the other man here. Moi, je sentais que les associations venaient un peu comme un complément de l'État, ce qu'elles font toujours quelque part, mais c'était reconnu même par la police, à part un ou deux comme dans tout groupe qui sont peu agréables. L'ensemble, franchement, on avait des bons rapports avec les policiers, les CRS que l'on rencontrait. Aujourd'hui, c'est pareil, je vais jamais mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas possible, mais c'est vraiment les rapports sont quand même très différents, très détériorés. On est vu d'un mauvais œil. Je pense qu'ils nous mettent avec les migrants, c'est-à-dire on fait tous partie de gens qui gênent. On est
considérés dans le discours public et politique comme des criminels en fait. Très récemment, on accuse les ONG de complicité avec les passeurs, alors que on a l'impression de marcher sur la tête. La France a les ressources pour changer cette situation. On dépense des milliers et des millions en dispositifs sécuritaires, que ce soit des barrières, des concertinas, du barbelé, des policiers, du matériel, dans le Calaisis pour bloquer cette frontière. Tout cet argent, on pourrait l'allouer à des centres d'accueil pour permettre des conditions dignes aux personnes qui veulent demander l'asile en France. Et voilà, donc les solutions, on les connaît, les ressources, on les a. Et voilà, donc à un moment, il faut peut-être finalement enfin pouvoir initier une réflexion sur la politique migratoire, les droits humains, faire une prise de conscience de ce qui est en train de se passer dans le Calaisis et qui est complètement anormal. Peut-être pas oublier aussi qu'un des freins les plus importants, ce sont les gens eux-mêmes en fait, c'est l'ignorance, les préjugés, beaucoup, et puis c'est surtout l'indifférence. Donc il y a quelque chose de très important à parler, à s'interroger, se poser des questions, à questionner les pratiques aussi, c'est hyper important. Malgré le harcèlement, les intimidations et parfois les violences, Solène, Véronique, Mariam et Éléonore ne baissent pas les bras. J'ai ressenti comme une forme de devoir en fait de dénoncer toutes ces choses dont j'ai été témoin ou dont j'ai été victime, que j'ai pu voir. Toute ma scolarité, on m'a appris les grands principes des droits de l'homme, les libertés fondamentales. Et c'est vrai que là, arrivé dans le Calaisis, on constate que pas du tout en fait, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et qu'il y a des violations mais quotidiennes du droit, des droits les plus fondamentaux. À chaque fois que l'État français porte atteinte aux droits, aux personnes, en fait, c'est nous qui en sommes responsables si on ne fait rien, si on ne le dénonce pas, si on n'en parle pas, si on n'essaie pas d'agir contre. Il faut en parler, il faut se mobiliser, il faut que ce soit plus passé sous silence tant les violences policières que les conditions de vie des personnes exilées et que c'est finalement en parlant et en se mobilisant sur ces questions-là qu'on va sans doute réussir à initier un changement qui va débloquer cette situation et faire que on n'ait plus justement cette espèce de situation dont on ne sait plus trop comment se sortir. Je suis à la retraite et le sens de ma retraite, c'est eux, quoi. Je peux pas dire autre chose. Et j'y vais avec bonheur en plus. C'est pas du tout ni une contrainte, ni une obligation, J'y vais tous les matins. Même si je pleure quand je pleure avec eux, parfois, c'est vrai. Mais je suis heureuse de faire tout ce que ma petite part à moi. Voilà.